Imaginez un peu la scène. On est au beau milieu de la nuit à l'aéroport de Zaventem en Belgique. C'est un décor assez intense pour commencer notre analyse d'aujourd'hui. Vraiment. Fait qu'il y a une escouade tactique de la police qui est déployée à la sortie d'un vol. Il y a une tension dans l'air. C'est un dispositif massif. Ouais. Sauf qu'ils ne cherchent pas des terroristes, là. Ils ne traquent pas non plus un cartel de la drogue. Ils interceptent, tenez-vous bien, des chômeurs puis des personnes en congé maladie qui partent en vacances. C'est fou quand on y pense, hein? Et c'est exactement ce qu'on appelle l'action 62 dans les documents qu'on a épluchés pour notre plongée d'aujourd'hui. Oui, l'action 62. C'est quand même un déploiement policier puis administratif sans précédent juste pour coincer des allocateurs sociaux à la descente de l'avion. C'est assez révélateur de la situation. Bienvenue dans la nouvelle réalité de la protection sociale belge. Souvent, quand on jase du filet de sécurité sociale, on a cette image super réconfortante en tête. Ben oui, un peu comme une assurance collective qui nous protège tous. Exact. Mais quand on plonge dans notre pile de sources du jour, puis on parle de recherche académique en sociologie, de données économiques de l'État belge, de rapports syndicaux des années 2024 à 2026, on réalise que le filet se transforme. Qu'il devient beaucoup plus punitif. Tellement. Fait que la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi un pays historiquement fondé sur la solidarité glisse vers un système de surveillance individuelle. Est-ce que c'est juste une question de balancer le budget ou est-ce qu'on construit carrément un ennemi intérieur? C'est la grosse question. Puis juste avant d'aller plus loin, je veux rassurer notre auditoire, les sources qu'on utilise abordent des questions politiques qui sont hyper polarisantes en Belgique. Absolument. Ça implique des partis de droite comme la NVA ou le MR, puis des partis de gauche comme le PTB. Fait que notre but ici, c'est pas pantoute de prendre parti. On va juste exposer factuellement les mécanismes de cette rhétorique-là, puis les chiffres de l'État exactement comme nos sources les présentent. Je suis tout à fait d'accord. Il faut garder la tête froide. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre comment on en est arrivé à envoyer la police aux trousses de quelqu'un en congé maladie, il faut poser le cadre politique. Oui, il faut remonter un peu le temps. Historiquement, l'État-providence couvrait les risques qui étaient inhérents au capitalisme. Genre, si tu perdais ta job ou ta santé, c'était une défaillance du système, puis on te couvrait. C'était le parapluie collectif pour les jours de pluie. Exactement. Mais nos sources documentent un glissement vers ce qu'on appelle l'État social actif. Et le mot « actif » est super important ici. Pourquoi? Bien, c'est un changement de paradigme. Au lieu de couvrir un risque collectivement, on responsabilise l'individu. L'aide devient conditionnelle à ton comportement. Fait que c'est plus comme le parapluie collectif. C'est rendu comme un prêt bancaire où tu dois prouver, sous peine d'amende, que tu n'es pas responsable de l'averse. C'est une excellente analogie. Et ça s'est vraiment accéléré avec les réformes de la coalition Arizona, un gouvernement formé en 2025. Oui, le fameux gouvernement Arizona. Leurs réformes sont assez strictes, merci. Mettons la limitation du chômage à 24 mois maximum. Puis c'est encore plus direct pour les malades de longue durée. Ils ont instauré des amendes de 10 % sur les indemnités si la personne manque un rendez-vous médical de contrôle. C'est intense de couper les vivres à quelqu'un qui est déjà malade. Puis, il y a aussi ce détail sur le délai de rechute dans nos notes. Je suis restée accrochée là-dessus. Ah oui, l'allongement de 14 jours à 8 semaines. Ouais, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde, hein? Ben, ça a l'air bureaucratique de même, mais c'est énorme. Avant, si tu reprenais le travail et que tu rechutais en dedans de 14 jours, l'employeur devait recommencer à te payer ton salaire garanti. OK, fait que l'employeur absorbait le risque si tu essayais de revenir travailler. Exact. Mais en passant ce délai-là à 8 semaines, le travailleur doit tenir 2 mois complets avant que l'employeur reprenne le risque. Si tu craques après 6 semaines, L'employeur paye plus rien. rien du tout. Ouais. Surtombe à la charge de la sécurité sociale avec une grosse baisse de revenus. Fait qu'on pénalise le travailleur malade qui a essayé de retourner travailler trop tôt. C'est complètement contre-productif, hein? Nos sources soulignent que c'est la définition même de la responsabilisation. Le premier ministre Bart de Wever a même qualifié le chômage de hamac pour la vie. Hamac pour la vie, wow! C'est une rhétorique assez forte pour transformer un droit en assistance conditionnelle. Ouais, Sauf que pour passer des réformes d'une telle brutalité sociale, ça prend l'accord du public. Comment le gouvernement fait pour faire accepter ces coupes-là? c'est là que le cadrage médiatique entre en jeu. Une étude dans nos documents a analysé 12 000 articles de presse. 12 000, c'est un bon échantillon. Très bon. Et ce qu'on remarque, c'est que la détresse des personnes sans emploi est presque totalement invisibilisée. On parle juste de débats technocratiques puis de budget. Fait que le vécu humain disparaît complètement. Complètement.
Et quand ils mettent un visage sur le chômage, c'est souvent très caricatural. Il y a un cas emblématique de novembre 2025. Ah, l'émission de RTL-TVI. Ouais, sans boulot, tous fraudeurs. Plus de 410 000 téléspectateurs ont regardé ça. C'est énorme pour la Belgique. J'ai vu l'exemple de Jacqueline dans les rapports. C'est une ancienne animatrice commerciale qui a eu un accident, puis elle a été humiliée publiquement à l'antenne. C'est ça. Le Conseil de déontologie journalistique a d'ailleurs émis une condamnation historique contre cette émission-là. Mais là, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Voici. Le rôle des journalistes, c'est pas justement de débusquer les abus puis la fraude. Je veux dire, la presse fait juste son travail d'enquête, non? Est-ce que c'est vraiment une instrumentalisation délibérée? C'est une super bonne question. Ce qui est fascinant ici, quand on regarde la sociologie, particulièrement les travaux de Loïc Wacante, c'est que ce cadrage médiatique procède par synecdoque. Par synecdoque. Rappelle-nous ce que c'est exactement. C'est quand tu prends une petite partie pour représenter le tout. On prend un cas extrême de fraude puis on généralise pour créer une panique morale. Ah ouais, fait que le public finit par penser que l'exception, c'est la règle. Exactement. Puis l'objectif psychologique derrière ça, c'est de briser l'estime de soi des allocataires. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Ouf! Fait qu'à force de te faire dire que t'es un fraudeur, tu finis par t'auto-censurer. Ouais, ça amène à la marginalisation. Puis on voit même des tentatives d'ethnicisation du problème. J'ai vu ça avec la citation du vice-premier ministre David Clarival. C'est ça. Il a affirmé faussement que moins de la moitié des futurs exclus du chômage étaient de nationalité belge. Alors que les chiffres officiels de l'ONM prouvaient que 81 % étaient belges. C'est hallucinant d'inventer des statistiques de même. C'est une stratégie pour diviser l'opinion publique. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que vu cette obsession médiatique puis politique, on pourrait croire que la fraude sociale individuelle, ça ruine carrément le pays. On pourrait le penser, ouais. Mais qu'est-ce que disent réellement les données comptables de l'État? Si on regarde les descentes spectaculaires à Zaventem ou à Ostende, ça rapporte combien? Les chiffres sont frappants. La lutte contre la fraude sociale a récupéré un montant record en 2024, soit environ 435 millions d'euros. OK, 435 millions. Puis si on compare ça à l'évasion fiscale, juste pour avoir une idée de l'échelle. L'évasion fiscale, ça coûte entre 20 et 31 milliards d'euros par an à l'État belge. Attends, entre 20 et 30 milliards? Fait qu'on est sur un ratio de 1 pour 10 sur ce qui est détecté. Et 1 % sur les montants réels estimés. C'est débile. C'est carrément comme déployer les squads tactiques au complet pour coincer un gars qui vole une pomme au marché. Pendant que tu détournes le regard du braquage de banque qui se passe l'autre bord de la rue. C'est exactement ça. Puis c'est même pas le pire, hein? Dans ce 435 millions de fraudes sociales-là, c'est qui les vrais fraudeurs? Les rapports montrent que plus de 60 % de cette fraude sociale est commise par les employeurs. Les employeurs? C'est pas les individus. Non, on parle de travail au loir, de fausses sous-traitances, pas du chômeur qui triche. Puis pendant ce temps-là, on réduit les effectifs de l'inspection spéciale des impôts, alors que chaque agent rapporte 7 fois et demi son coût annuel. C'est l'asymétrie totale des ressources. C'est pour ça que nos sources concluent que l'acharnement sur les chômeurs, c'est une diversion idéologique, pas une logique comptable. Ça nous amène à parler d'un gros tabou qu'on a trouvé dans les documents. Le non-recours. Ah oui, ça c'est fondamental. Le non-recours aux revenus d'intégration. Les chiffres m'ont jeté à terre. Entre 37 et 51 % des personnes admissibles à cette aide-là ne la réclament même pas. Souvent par honte, à cause de la stigmatisation dont on vient de parler, ou juste parce que la bureaucratie est rendue trop complexe. Fait que le gouvernement fait des économies invisibles de plusieurs milliards sur le dos des gens qui ont trop peur ou trop honte de demander l'aide à laquelle ils ont droit. Absolument. C'est un système qui s'autorégule par la peur. Bon, mettons que la fraude massive, c'est un mythe. Comment on explique l'explosion bien réelle du nombre de malades de longue durée? C'est un vrai problème. Les chiffres ont dépassé les 576 000 en 2025. C'est énorme, puis ça coûte autour de 9 milliards d'euros annuellement. Mais la maladie, c'est pas un choix de vie, là. Pas en tout. Les vraies causes sont bien documentées. D'abord, il y a le vieillissement de la population. L'âge de la retraite a été repoussé à 66 ans. Les corps s'usent, c'est normal. Exact. Ensuite, il y a l'explosion des troubles mentaux comme le burn-out et la dépression qui sont en hausse de près de 46 %. Ouf! Et si tu ajoutes les troubles musculo-squelettiques liés à la pénibilité du travail, ça représente 70 % des cas. Puis j'ai remarqué dans les données que les femmes sont touchées de manière disproportionnée. Oui. 61 % des malades de longue durée sont des femmes. Surtout dans les secteurs précaires puis les milieux du soin, j'imagine. Tout à fait.
La charge de travail est devenue intenable. Mais là, il y a un truc que je trouve particulièrement cruel avec la réforme des pensions. Le fameux malus. Ouais. Il prévoit une pénalité, un malus de 2 à 5 % sur la pension pour les périodes de maladie. On punit les gens d'avoir été malades. C'est la responsabilisation poussée à l'extrême. Mais tu sais, je me pose une question. On essaie d'activer les malades avec des menaces financières. Ouais. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt activer les entreprises pour qu'elles arrêtent de rendre leurs employés malades? On tape sur la tête du monde épuisé au lieu de regarder les conditions de travail. C'est un excellent point. Si on relie ça à la vue d'ensemble de nos sources, le système s'attaque aux symptômes, donc le travailleur malade. Au lieu des causes structurelles comme l'intensification du travail. Exactement. C'est le triomphe total de l'individualisation des problèmes sociaux. Ça fait beaucoup à digérer, mais au fond, pourquoi est-ce que cette analyse-là est cruciale pour tous les gens qui nous écoutent, même si on n'habite pas en Belgique? Parce que c'est un laboratoire. Ça démontre comment les statistiques peuvent être invisibilisées et le vocabulaire manipulé pour réécrire un contrat social complet. C'est vrai, ce glissement d'un système d'assurance vers un système de punition, ça peut inspirer d'autres démocraties, ça crée un précédent. Et c'est là que la construction de l'ennemi intérieur devient si efficace. Ça m'amène à une réflexion finale, une pensée un peu provocatrice avec laquelle je veux laisser notre auditoire. Je t'écoute. Si cette pression constante, cette stigmatisation à la télé, puis les descentes de police aux aéroports, ça pousse finalement les chômeurs puis les malades à avoir peur. La peur des sanctions et de la honte, ouais. Ben, s'ils ont tellement peur, ils vont finir par accepter n'importe quel job, non? Même les emplois toxiques ou sous-payés. C'est la suite logique, en effet. Fac, au bout du compte, est-ce que cette grande chasse aux fraudeurs, c'est pas juste l'outil le plus redoutable jamais inventé pour tirer les salaires et les conditions de travail de toute la population vers le bas? C'est une hypothèse très solide. Quand on précarise le filet de sécurité, on affaiblit le pouvoir de négociation de tout le monde. Voilà. C'est quelque chose à garder en tête la prochaine fois qu'on entendra un politicien parler d'assistanat à la télé. Merci de nous avoir rejoués pour cette plongée dans les sources. On se retrouve très bientôt. Bienvenue à The Debate. Imaginez un instant qu'on déploie la police dans les aéroports au beau milieu de la nuit, avec des technologies de croisement de données en temps réel qui sont vraiment dignes des services de renseignement. Wow, comme dans un film d'espionnage, pratiquement. Exactement. Sauf que le but, c'est pas de traquer des terroristes ou des narcotrafiquants, c'est pour vérifier si un citoyen en arrêt maladie ou au chômage part en vacances en cachette. Wow. Et c'est exactement ce qui se passe présentement en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 mai 2026 et on se penche sur une transformation majeure de la société belge sous l'impulsion de la coalition gouvernementale qu'on surnomme Arizona. Un surnom qui est simplement basé sur les couleurs des partis politiques impliqués en passant. C'est ça. Donc, l'État a mis en place des réformes radicales de son système social. La question centrale qui émerge de nos documents aujourd'hui est claire. L'intensification fulgurante de cette lutte contre la fraude sociale et le durcissement des conditions d'indemnisation sont-ils des mesures de responsabilisation essentielles pour sauver le système? Ou bien, est-ce qu'on est témoin de la fabrication d'un ennemi intérieur orchestré pour justifier des politiques d'austérité? C'est une lourde question. Très! Et je vais défendre l'idée que ces politiques d'activation et de contrôle sont une réponse empirique, pragmatiste et vitale même, pour préserver un filet de sécurité qui est menacé par un taux d'inactivité qui n'est mathématiquement plus soutenable. Eh bien, j'aborde la question d'une manière bien différente. Je défendrai la perspective selon laquelle cette approche relève d'une stigmatisation complètement disproportionnée. C'est une stratégie politique qui ignore délibérément les causes structurelles de la maladie et de l'usure au travail. Surtout, c'est un écran de fumée. Ça permet de focaliser la colère populaire sur les plus vulnérables. Tout ça en maintenant une tolérance systémique face à une évasion fiscale qui coûte honnêtement infiniment plus cher à l'État. Les bases sont posées. Pour comprendre la rationalité de ces réformes, il faut d'abord regarder la réalité des chiffres en face, sans faire d'aveuglement volontaire. Quand on épluche les données de l'INAMI, l'organisme qui gère l'assurance maladie et invalidité en Belgique, on réalise qu'on est face à une véritable hémorragie. Une hémorragie vraiment, hein? Oui, vraiment. On parle présentement de plus de 576 643 personnes en invalidité de longue durée.
Ça, c'est près de 8 de la population active belge qui est sortie du marché du travail. Ouais, c'est un gros chiffre. Sur le plan financier, ça représente un gouffre de 9 milliards d'euros annuellement. Aucun système de solidarité, aussi généreux soit-il, ne peut absorber une telle charge sur le long terme sans s'effondrer. Alors, quand le gouvernement annonce avoir récupéré un montant historique de 434,9 millions d'euros en 2024, grâce à la lutte contre la fraude sociale, c'est pas une guerre contre les pauvres. Attends, c'est pas une guerre, toi? Non, c'est une question d'équité. Ceux qui nous écoutent au Canada, par exemple, qui se lèvent tôt et qui voient une bonne partie de leur chèque de paie partir en impôts, comprennent très bien ce principe. Pour qu'on accepte de cotiser au système, il faut garantir que le système n'est pas abusé. La limite récente de 24 mois pour les allocations de chômage vise exactement ça. C'est un changement de paradigme. On passe d'une assistance passive à un système qui force l'activation, parce que l'oisiveté prolongée détruit littéralement l'employabilité d'un individu. Je n'achète pas cette prémisse. Pas du tout. Parce qu'elle isole un chiffre complètement hors de son contexte macroéconomique. Vous parlez de ce recouvrement historique, en gros guillemets, de 434,9 millions d'euros, comme si c'était le salut du système. Ça reste une somme importante. Mettons les choses en perspective. Ce montant, ça représente à peine 0,3 % du budget global de la sécurité sociale belge. C'est une goutte d'eau. Pendant ce temps-là, la grande fraude et l'évasion fiscale des grandes fortunes et des multinationales en Belgique, elles sont estimées entre 20 et 31 milliards d'euros par année. Je connais ces chiffres, mais C'est un ratio de 1 %. On déploie une énergie policière inouïe, des campagnes de communication massives pour ramasser des miettes dans les poches des chômeurs pendant qu'on laisse littéralement les coffres-forts ouverts par en arrière. C'est ça, la construction d'un ennemi intérieur. On demande à la classe moyenne de regarder vers le bas, vers le chômeur, pour ne pas qu'elle regarde vers le haut. c'est une belle image, mais l'un n'excuse pas l'autre. Et quant à cette hausse des 576 000 malades de longue durée, c'est pas une soudaine épidémie de paresse, c'est la conséquence directe de réformes antérieures. C'est le principe des vases communicants. Comment ça? En 2011 et 2024, on a supprimé près de 109 000 prépensions pour forcer les travailleurs âgés à rester à l'emploi. Le résultat mécanique, Tchik-bing, une hausse quasi identique, 124 000 personnes de plus qui sont tombées malades de longue durée dans cette même tranche d'âge. Ces gens-là ne sont pas des fraudeurs. Ce sont des travailleurs dont les corps ont lâché parce qu'on leur a demandé l'impossible dans des secteurs comme la santé, le nettoyage ou la logistique. Mais encore une fois, l'un n'excuse pas l'autre. Je n'accepte pas ce sophisme d'équivalence. C'est pas parce que l'évasion fiscale existe au sommet qu'on doit tolérer la fraude sociale à la base. La dynamique psychologique n'est pas la même du tout. Ah bon? La fraude, c'est de la fraude? L'évasion fiscale, oui, c'est grave, mais ça se passe dans des bureaux d'avocats fermés. C'est abstrait pour le citoyen moyen. Mais la fraude sociale, ça se vit au niveau du quartier. Quand un travailleur voit son voisin recevoir des prestations complètes tout en travaillant au noir sur des chantiers de construction, c'est le contrat social direct qui est brisé. Ça crée un cynisme toxique qui détruit la confiance en l'État. D'accord, mais c'est une minorité visible. Et pour revenir à votre point sur l'usure, je concède tout à fait que certains métiers ont une pénibilité énorme. Un travailleur de la construction de 59 ans dont les genoux sont finis, c'est clair, c'est une invalidité légitime. Mais affirmer que la totalité de l'augmentation des inactifs est purement due à une usure physique, c'est ignorer comment les incitatifs financiers dictent les comportements humains. C'est-à-dire? C'est ce qu'on appelle en économie le piège à l'inactivité. Expliquons le mécanisme. Si l'écart financier entre rester sur le chômage avec tous les avantages connexes, les réductions pour le transport, le logement social et prendre un emploi d'entrée de gamme est minime, le taux d'imposition marginal effectif pour retourner au travail peut frôler les 80 %. Ouais, je connais cette théorie. D'un point de vue purement rationnel, ça devient financièrement pénalisant d'aller travailler. Fait que sans une limite de temps de 24 ans, on enferme ces gens dans ce piège. Moi, je vois cette limite non pas comme une punition, mais comme de la physiothérapie. De la physiothérapie? Sérieusement. Oui, écoutez, si on laisse un muscle dans un plâtre pendant 3 ans, parce que ça fait moins mal, le muscle s'atrophie et la personne ne marchera plus jamais. Le chômage de longue durée atrophie les compétences professionnelles et sociales. L'électrochoc est nécessaire pour sauver l'individu de sa propre inemployabilité. OK, l'analogie de la physiothérapie est intéressante, mais elle est tragiquement erronée dans ce contexte. Ce que la réforme de l'Arizona fait, ce n'est pas de la physiothérapie. C'est de l'amputation sans anesthésie. Ah, voyons donc. Vous parlez d'électrochoc.
Mais comment voulez-vous qu'un individu retrouve la confiance et la clarté d'esprit pour chercher un emploi quand il vit dans la terreur de ne plus pouvoir payer son loyer le mois prochain? La réduction drastique des allocations, ça crée une surcharge cognitive liée au stress de survie. Ça ne motive pas, ça paralyse. Sauf que l'accompagnement existe. Et regardons comment cet électrochoc est administré au quotidien. L'architecture de surveillance qu'on a érigée est d'une violence institutionnelle inouïe. Vous parliez des données de l'INAMI tantôt. Parlons de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale belge. Oui, leur système de gestion de données. Ils utilisent le data mining pour croiser vos factures d'eau, d'électricité, vos mouvements bancaires. L'Action 62 dont on parlait en introduction, c'est ça. Ce sont des inspecteurs qui bloquent les portes d'embarquement aux aéroports de Stade ou de Zaventem à 4 heures du matin pour coincer un malade qui aurait l'audace de partir se reposer en Espagne sans avoir rempli le bon formulaire de dérogation. Les règles sont les règles. Mais cette présomption de culpabilité permanente a un coût économique direct dont on parle très peu, le non-recours aux droits. Le rapport scientifique Take en Belgique montre que 45 à 50 % des personnes éligibles aux revenus d'intégration n'en font même pas la demande. Attends, presque la moitié renoncerait à ses droits. Et comment on explique un écart aussi massif? Par la peur et la honte, tout simplement. Le fardeau administratif est devenu un labyrinthe. Et la terreur de subir ces fameux contrôles domiciliaires intrusifs, ça décourage les plus vulnérables. Le manque à gagner pour ces citoyens précaires est de 10 à 20 fois supérieur aux sommes récupérées par la lutte contre la fraude sociale. Alors qu'on déploie des applications mobiles en temps réel pour traquer les chômeurs, on réduit délibérément les effectifs de l'Inspection spéciale des impôts, l'ISI. C'est documenté. Un inspecteur des impôts en Belgique rapporte en moyenne 7,5 fois son salaire à l'État. C'est un bon retour sur investissement. Très bon. Il coûte 60 000 €, il en ramène 450 000. Si l'objectif était vraiment de sauver les finances publiques, un gestionnaire rationnel engagerait 5 000 inspecteurs fiscaux demain matin. Le fait qu'on choisisse d'embaucher des contrôleurs sociaux pour scruter les factures d'électricité des chômeurs prouve que la démarche est purement idéologique. On cherche à discipliner une classe sociale, pas à renflouer les caisses. C'est un récit convaincant de lutte des classes. Mais il s'effondre quand on regarde concrètement qui est visé par ces contrôles sociaux. Vous présentez l'inspection sociale comme une milice qui ne traque que le petit chômeur isolé. Or, c'est factuellement faux. Les histoires de l'aéroport disent le contraire. Les histoires, oui, mais regardons les chiffres. Si on décompose les fameux 434,9 millions d'euros récupérés par le Service d'information et de recherche sociale, les données montrent que plus de 60 % de ces montants proviennent de la fraude aux cotisations patronales, du dumping social organisé ou des entreprises qui forcent leurs employés à travailler au noir. OK, c'est vrai que l'employeur est aussi visé. L'État ne cible pas que le bénéficiaire, il cible massivement l'employeur fraudeur. Et soyons clairs, forcer une entreprise de construction ou de livraison à payer ses cotisations sociales, c'est fondamentalement protéger le travailleur. Ça garantit que ce travailleur aura droit à sa pension et à sa couverture santé. Sans ce contrôle musclé, on ouvre la porte à des réseaux de sous-traitance qui exploitent la main-d'œuvre étrangère ou précaire dans des conditions épouvantables. Je ne défends pas le travail au noir des entreprises. Alors oui, les outils sont sophistiqués, le data mining est intrusif, mais c'est parce que la fraude organisée l'est tout autant. Et si on veut vraiment parler de la construction d'un ennemi intérieur, il faut se demander si les médias ne font pas que refléter une exaspération bien réelle de la population. Les médias attisent cette exaspération. Quand des émissions de grands reportages comme Sans boulot, tous fraudeurs attirent des millions de téléspectateurs, c'est pas parce que les gens sont manipulés, c'est parce que ça résonne avec une injustice perçue au quotidien par la classe ouvrière, qui a l'impression d'être la seule à tirer la charrette, tiens. Mais cette exaspération, elle est précisément fabriquée et attisée par ce type de production médiatique. Ce n'est pas un miroir neutre de la société, c'est une loupe déformante. Vous pensez que le téléspectateur est dupe à ce point-là? Prenons l'exemple exact que vous venez de citer. Le documentaire de RTL-TVI, Sans boulot, tous fraudeurs, diffusé fin 2025. C'est le cas d'école par excellence de la stigmatisation. Le 15 avril 2026, le Conseil de déontologie journalistique a formellement condamné cette émission suite à plus d'une centaine de plaintes. Ah oui, la condamnation du CDJ. Exact. Et pourquoi ont-ils été condamnés? Parce qu'ils ont sciemment omis les données de cadrage sur les causes réelles de la maladie.
Ils ont utilisé des caméras cachées sans justification d'intérêt public réel et ils ont enchaîné des raccourcis montrant des cas isolés pour valider le postulat d'une fraude généralisée. Alors que la fraude volontaire stricte est plus basse. Elle tourne autour de 2 à 3 %. C'est ça la machinerie de l'ennemi intérieur. On prend un problème structurel complexe, la désindustrialisation, la difficulté d'intégration, l'usure au travail, et on y accole un visage paresseux. Et ça a des conséquences dévastatrices sur la psychologie des chercheurs d'emploi. Avez-vous déjà entendu parler de la menace du stéréotype? C'est le concept psychologique où la peur de confirmer un préjugé nuit aux performances d'une personne, c'est ça. Mais comment ça s'applique concrètement à un chômeur qui cherche un emploi? De manière extrêmement brutale. Le baromètre de la stigmatisation montre que 56 % des chômeurs déclarent subir des discriminations ou des remarques désobligeantes régulièrement. Plus de la moitié? Oui. Quand une de ces personnes décroche enfin une entrevue d'embauche, elle y va avec une charge cognitive immense. Au lieu de se concentrer sur ses compétences, une grande partie de son cerveau gère l'anxiété. L'anxiété de devoir prouver au recruteur qu'elle n'est pas la paresseuse que la télévision lui a montré la veille. Cette charge mentale entraîne de l'hésitation, du bégaiement, une perte de moyens. Je vois. Et le recruteur, voyant cette mauvaise performance, se dit « Ah, ces chômeurs de longue durée ne sont vraiment pas motivés. » Le stéréotype crée sa propre réalité. Et ce n'est pas juste de la psychologie, c'est systémique dans les ressources humaines. Les études de tests sur CV menées récemment en Belgique sont sans appel. Les fameux testings. Oui. À qualification, âge et expérience rigoureusement identiques, un candidat qui est présentement à l'emploi a 18,6 % de chances d'être rappelé. Le même candidat, avec une période de chômage inscrite en haut de son CV, chute à 9,2 % de chances. C'est la moitié. Les chiffres sont durs, effectivement. On pointe ces gens du doigt en disant qu'ils refusent de faire un effort, alors qu'on tolère un marché du travail dont les algorithmes de recrutement les filtrent et les discriminent activement. C'est hypocrite. On leur coupe les vivres après 24 mois en disant que c'est pour les sauver, tout en sachant très bien que les portes des entreprises leur sont fermées. Attendez, blâmer l'algorithme ou le recruteur est un peu facile, tu sais. Un employeur n'est pas une œuvre de charité. L'employeur gère un risque. S'il voit un trou de 24 mois sur un CV, il est tout à fait rationnel de se demander si les compétences techniques de la personne sont encore à jour ou si elle a perdu l'habitude de la discipline honoraire de travail. Donc, on la pénalise encore plus. Non, c'est exactement pour ça que je défends la limite des 24 mois imposée par les réformes de l'État. C'est vous qui faites un argument en ma faveur ici sans le réaliser. Vraiment? Alors, le pire service que l'État puisse rendre à un citoyen, c'est lui permettre de s'enliser indéfiniment dans ce chômage, jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade d'inemployabilité de 9 %. L'activation forcée, même si elle est abrupte, même si elle est impopulaire, ça force la personne et les services d'accompagnement à réagir avant que la cicatrice sur le CV ne devienne permanente. C'est une vision très punitive de l'aide? Historiquement, le système belge faisait figure d'exception en Europe en offrant un chômage illimité dans le temps. C'était pas un modèle de compassion, c'était un modèle d'abandon. S'aligner sur les standards internationaux, exiger des preuves concrètes de recherche d'emploi et sanctionner financièrement la non-collaboration avec les médecins conseils, c'est pas de la méchanceté, c'est traiter le citoyen comme un adulte responsable, capable de rebondir, plutôt comme une victime perpétuelle qu'on maintient sous perfusion dans un angle mort de la société. Sauf que réduire l'allocation de 10 % à un malade qui rate un rendez-vous administratif, ça le rend pas plus adulte, tu sais. Ça le pousse juste vers la banque alimentaire. Vous parlez de responsabilisation, mais l'approche est entièrement asymétrique. En quoi est-elle asymétrique? On exige une responsabilité parfaite d'un individu souvent brisé psychologiquement ou physiquement. Mais on n'exige aucune adaptation de la part de l'employeur pour rendre le travail faisable. La véritable activation, c'est pas de menacer de couper les vives. C'est de financer massivement la reconversion professionnelle. C'est de forcer les entreprises à adapter l'ergonomie des postes de travail pour les travailleurs vieillissants. C'est de s'attaquer aux causes profondes du burn-out institutionnalisé. Je suis d'accord que la prévention en entreprise est cruciale. Sanctionner les symptômes d'un marché du travail malade, ça ne guérit personne. Pire encore, en instrumentalisant la rhétorique du profiteur, le gouvernement divise la classe moyenne et la classe précaire. Tout ça pour faire passer la pilule d'un désengagement de l'État dans les services publics. Écoutez, je pense que nos auditeurs constateront que nos grilles d'analyse s'opposent fondamentalement sur la ligne de démarcation entre la responsabilité individuelle et le déterminisme structurel.
Ça, c'est clair. Toutefois, s'il y a un constat clinique sur lequel nous sommes forcés de nous rejoindre, c'est que la sécurité sociale belge traverse présentement une crise existentielle d'une ampleur inédite. Le fait de voir plus d'un demi-million de personnes stationnées en invalidité de longue durée est une anomalie systémique, une anomalie qui dépasse largement les clivages partisans. Nous nous accordons pour dire que la complexité de l'absentéisme et la déconnexion du marché du travail sont des phénomènes multifactoriels. Ça nécessite une intelligence politique allant bien au-delà de quelques algorithmes de surveillance ou de sanctions automatiques. Absolument, je suis entièrement d'accord là-dessus. La souffrance, qu'elle se traduise par des troubles psychosociaux explosifs ou par des corps meurtris sur les lignes de montage, ça exige une introspection sérieuse. On ne réglera pas un malaise civilisationnel lié au sens et aux conditions du travail par des rafles administratives matinales à l'aéroport. Non, c'est certain. C'est la nature même de la valeur que nous accordons aux travailleurs qui doit être repensée, plutôt que de l'utiliser comme bouc émissaire budgétaire. Et c'est précisément ce qui rend l'analyse de ces réformes de l'État social actif si incontournable. Les données qu'on retrouve à travers l'ONM ou l'INAMI, tout comme la jurisprudence médiatique entourant la stigmatisation qu'on a discutée, offrent une matière extrêmement riche à décortiquer. Nous avons soulevé de nombreux mécanismes aujourd'hui, de l'atrophie des compétences professionnelles jusqu'à la menace pernicieuse du stéréotype lors du recrutement. Il y a beaucoup à analyser, oui. J'invite tous nos auditeurs à poursuivre leur propre réflexion sur cette ligne de crête extrêmement délicate. Comment conjuguer la rigueur financière nécessaire à la survie de nos institutions avec la dignité inaliénable de nos citoyens les plus fragiles? Car au final, on peut bien passer son temps à concevoir les systèmes de contrôle les plus sophistiqués au monde pour surveiller chaque goutte d'eau sur le pont. Si on refuse d'inspecter l'intégrité de la coque en dessous, on risque de tous couler ensemble. Une image qui résume très bien l'urgence de regarder à la bonne place. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. À très bientôt. Imaginons la scène 2 secondes. On allume la télé un soir de novembre en pleine heure de grande écoute. L'écran affiche un reportage choc sur une mère célibataire et là, le présentateur annonce avec un ton super dramatique qu'elle encaisse genre plus de 2700 € par mois en aide sociale diverses. Ouais, l'indignation instantanée, là. Exactement. Les réseaux sociaux s'enflamment, les gens s'arrachent les cheveux. Mais au même moment, dans le même pays, des dizaines de milliards d'euros s'évaporent discrètement par l'évasion fiscale, puis ça, dans une indifférence presque totale. C'est un contraste assez percutant, hein? Vraiment. Ça force à se demander, comment notre attention collective est dirigée vers une cible précise plutôt qu'une autre. Oui, c'est en plein la question centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est une recherche sociologique hyper détaillée qui s'est penchée sur la Belgique, plus spécifiquement sur la période 2024-2026, sous le gouvernement de coalition qu'on a surnommé Arizona. Ah oui, le fameux gouvernement Arizona. C'est ça. Les chercheurs ont décortiqué une série de réformes assez drastiques qui visaient surtout les chômeurs et les personnes en congé de maladie de longue durée. Mais juste pour bien mettre la table, je pense qu'il faut préciser une chose importante sur notre approche aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est important. Les sources qu'on a épluchées sont très critiques envers les décisions politiques de cette époque-là. Elles pointent du doigt plusieurs partis, autant ceux de la droite, nationaliste et libérale, que ceux du centre-gauche. Tout le monde y passe, dans le fond. Exact. Ils ont tous mis l'épaule à la roue pour ces réformes-là. Fait que notre objectif ici, c'est absolument pas de distribuer des bons points ni de faire le procès d'une idéologie politique quelconque. On veut juste comprendre la mécanique. Tout à fait. On va utiliser cette situation-là comme un cas d'étude pour observer comment un discours public se fabrique. En s'appuyant sur des outils de sociologie critique, on va regarder comment un appareil d'État, avec l'amplification de certains médias, réussit à construire de toutes pièces la figure d'un ennemi intérieur. Ce qui est une notion hyper pertinente pour n'importe qui consomme de l'information de nos jours. Quand on comprend ces rouages-là, on a comme une sorte de décodeur. Un décodeur pour repérer les biais, ouais. C'est ça, pour repérer comment on transforme l'image d'un groupe vulnérable pour justifier par la suite des coupeurs économiques majeurs. Et l'étincelle de toute cette histoire-là, dans nos sources, c'est justement une émission de télévision. L'émission de RTL-TVI en novembre 2025. Oui, une émission au titre qui fait pas vraiment dans la dentelle. Ça s'appelait « Sans boulot, tous fraudeurs ». Rien que ça.
Le simple fait de formuler un titre sous forme de question orientée comme ça, ça installe déjà une prémisse dans l'esprit du téléspectateur. L'analyse qu'on regarde décrit cette diffusion-là comme un exemple parfait de cadrage médiatique. On ne fait pas juste informer, on donne une lunette spécifique pour regarder un problème. Puis la réalisation, on n'y va pas de mémoire non plus. Et Caméra débarque à Verviers, qu'on nous présente d'emblée comme la ville la plus pauvre de Belgique. À partir de là, ils enchaînent les entrevues dans la rue en sélectionnant des profils très, très particuliers. Oui, des cas extrêmes. Tellement extrême. Genre, on tombe sur une dame qui explique calmement être sur le bras de la mutuelle depuis 8 ans parce qu'elle a glissé sur une crotte de chien. Oh là là! Puis on recroise notre fameuse mère célibataire avec ses 2700 €. Tu sais, c'est conçu pour faire réagir, puis ça a marché. Sauf que, l'indignation a fini par se retourner contre la chaîne. Ah oui, le conseil de déontologie. Ils ont condamné l'émission de façon assez sévère. Le verdict disait grosso modo que le reportage incitait à la discrimination en assimilant les prestataires sociaux à des profiteurs paresseux. Sans parler des participants qui ont publiquement dénoncé un montage trompeur par la suite. Vraiment. Mais tu sais, comment un simple reportage réussit à créer une réaction aussi viscérale dans la population? C'est là que ça devient fascinant d'un point de vue sociologique. L'analyse identifie 4 mécanismes de stigmatisation très précis qui sont à l'œuvre ici. Le premier, c'est l'individualisation. Individualisation. OK, donc on blâme la personne. C'est ça. La corne prenait, exactement. On évacue complètement le contexte macroéconomique. On ne parle pas de la fermeture d'usines, du coût de la vie ou du manque de formation dans la région. On réduit le chômage à un choix individuel, presque à un trait de caractère. Fait qu'en gros, on remplace un problème structurel par un défaut personnel. C'est exactement ça. Ce qui nous amène au deuxième mécanisme, qui est la moralisation. Une fois qu'on a individualisé le problème, on le juge. On crée artificiellement 2 camps. Les bons puis les méchants. Voilà. D'un côté, le citoyen modèle, courageux, qui se lève aux aurores pour payer ses impôts. De l'autre, le parasite qui dort jusqu'à midi sur le dos de la société. C'est une division très binaire, tu sais. C'est facile à digérer pour le public, mais pour que ça fonctionne à grande échelle, il faut s'assurer que ces cas extrêmes-là aient l'air d'être la norme. C'est là qu'intervient le troisième mécanisme, la synédoque. Prendre la partie pour le tout. C'est ça. On prend 2 ou 3 fraudeurs flamboyants dans une rue défavorisée de Verviers et on sous-entend que la centaine de milliers de chômeurs du pays fonctionnent exactement de la même manière. Ça, couplé à la généralisation territoriale, c'est le 4e point. C'est tellement d'une efficacité redoutable sur le plan psychologique. C'est comme le biais de disponibilité. Mettons qu'on voit aux nouvelles, à répétition, des vidéos d'un conducteur complètement irresponsable qui brûle des feux rouges dans un quartier X. Notre cerveau va retenir cette image forte-là. Absolument. On retient l'anecdote choc. Plutôt, un politicien va proposer de retirer le permis de conduire à tous les résidents de ce quartier-là par mesure de sécurité. Une grande partie du public va être d'accord. Pas parce que c'est logique, mais parce que l'image de la menace est trop vivante dans notre tête. C'est une excellente analogie. Et d'ailleurs, le monde politique belge s'est pas fait briller pour sauter sur cette occasion-là. Le reportage est devenu du vrai carburant pour la coalition au pouvoir. Ils s'en sont servis dans leur discours. Ah que oui! Le premier ministre, Bart De Wever, a commencé à utiliser la métaphore du hamac. Il disait que le filet social était devenu un hamac dans lequel les gens s'installaient pour la vie, plutôt qu'un tremplin. D'autres leaders, comme Georges-Louis Boucher, ont pointé du doigt ce qu'ils appelaient l'héritage de l'assistandat de la gauche. Wow! Fait qu'on assiste à une boucle de rétroaction. Le média crée l'image choc, le politique s'en sert comme preuve irréfutable, puis cette validation politique-là donne encore plus de crédibilité aux médias. C'est un cercle vicieux parfait pour construire un ennemi intérieur. Mais là, attends un peu. Laisse-moi faire l'avocat du diable une seconde. Si les plus hautes sphères du gouvernement puis les grands réseaux de télé mettent autant d'énergie là-dessus, on s'attendrait à ce que les chiffres de la fraude sociale soient astronomiques, qu'on soit au bord du gouffre financier à cause de ça. Qu'est-ce que les données réelles disent dans l'étude? C'est là qu'on frappe un mur de réalité assez brutal. Sérieusement, l'écart entre la perception construite et les bilans comptables de l'État est béant. Si on regarde l'année 2025, la traque à la fraude sociale a rapporté environ 414 millions d'euros. OK, 414 millions, c'est quand même de l'argent. Oui, mais si on isole la fameuse fraude au domicile, tu sais, les gens qui mentent sur leur adresse pour avoir des meilleures allocations, ce dont on parle tout le temps à la télé, ça tourne autour de 21 millions d'euros. Seulement 21 millions? Seulement 21 millions. Sur l'ensemble du budget alloué au chômage, ça représente 0,33 %. Un tiers d'1 %? Ben voyons donc, c'est une goutte d'eau. Surtout quand on met ça en parallèle avec la criminalité en col blanc.
Les économistes et la Banque nationale de Belgique estiment que la fraude et l'évasion fiscale, combinée à l'économie souterraine, siphonnent entre 7 et 30 milliards d'euros chaque année. Milliards, avec un M. Milliards, oui. C'est un rapport de force monumental. L'État récupère environ 6 fois plus d'argent en luttant contre la fraude fiscale qu'en luttant contre la fraude sociale, et pourtant l'obsession publique reste fixée sur le chômeur. Oui, mais là, $1 volé, ça reste $1 volé, non? Bien sûr que les milliards de l'évasion fiscale pèsent plus lourd, mais est-ce que le fait de pointer constamment les grandes entreprises, des fois, ça ne sert pas d'excuse pour fermer les yeux sur la petite fraude quotidienne? C'est un argument qu'on entend souvent, l'idée de la tolérance zéro. Et moralement, ça s'entend. Mais la recherche qu'on décortique ne dit pas qu'il faut ignorer la fraude sociale. Elle analyse la gestion des ressources de l'État. C'est une question de priorité institutionnelle. Comment ça? Pendant que le gouvernement belge multipliait les contrôles sur les bénéficiaires d'aide sociale, avec des inspecteurs, des algorithmes de surveillance, de la paperasse, les effectifs dédiés à la grande fraude fiscale, eux, fondaient comme neige au soleil. Ah, sérieux? Ils ont coupé là-dedans? Oui. Le texte cite des syndicats des finances qui expliquent que la division antifraude a perdu la moitié de ses agents en quelques années. Ce manque d'effectifs a causé une perte sèche d'environ 900 millions d'euros par an en recettes fiscales. OK, je comprends. C'est pas juste un concours de savoir qui vole le plus, c'est que l'État choisit consciemment de désarmer la police fiscale, qui rapporte beaucoup, mais qui s'attaque à des acteurs puissants, pour surarmer la police sociale, qui rapporte peu, mais qui tape sur une cible des gens impopulaires. C'est un choix politique extrêmement clair. Et l'ironie suprême là-dedans, c'est le phénomène du non-recours. Ah oui, ça, cette partie-là de l'analyse m'a jeté par terre. Tu? Vas-y, explique-le. Mais on s'acharne sur l'argent prétendument volé au système, mais la vraie faille, c'est l'argent qui reste dans les coffres de l'État parce que les citoyens n'osent pas le réclamer. L'enquête universitaire MSIT a révélé que plus d'une personne sur deux ne touche pas les aides auxquelles elle a légalement droit. Plus de 50 %, c'est énorme. C'est fou. L'exemple de la GRPA m'a vraiment marqué. C'est un revenu garanti pour les retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et il y a jusqu'à 86 000 ménages âgés en Belgique qui ne reçoivent pas cet argent-là. 86 000 ménages qui ont droit à de l'aide pour survivre et qui ne la prennent pas. Puis quand on gratte pour savoir pourquoi, c'est pas juste à cause de la bureaucratie, c'est la honte. La honte de demander de l'aide? Exact. L'environnement médiatique a tellement martelé que demander de l'aide, c'est un profiteur, que ces personnages-là préfèrent vivre dans une pauvreté extrême plutôt que d'affronter le regard de l'administration. Le stigmate fonctionne tellement bien qu'il devient un outil de dissuasion. Et ça nous amène directement au cœur de l'approche sociologique de notre document. Si la rationalité économique nous montre que la fraude sociale est marginale et que le vrai drame, c'est le non-recours, pourquoi le gouvernement met autant d'efforts à bâtir un système ultra-répressif? Voilà la grande question. Pour y répondre, les auteurs s'appuient sur les travaux du sociologue Loïc Wacquant. Oui. C'est ici qu'on rentre vraiment dans la salle des machines de cette réforme-là. Qu'est-ce que Wacquant dit là-dessus? Il lise un concept qu'il appelle le libéral paternalisme. Tu sais, souvent on entend dire que l'État se retire, qu'il coupe dans les services, mais Wacquant dit que c'est faux. L'État ne rétrécit pas, il se transforme. OK, comment il se transforme? Il atrophie son côté protection sociale, oui, mais en même temps, il gonfle de manière démesurée son bras pénal, policier et disciplinaire pour gérer les personnes exclues du marché du travail. L'État est plus là pour t'aider à te relever. Il est là pour te surveiller et te corriger. Aïe, aïe! Ça change complètement la nature du contrat social. Tu sais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le chômage, on voyait ça comme une assurance. Tu travailles, tu paies une cotisation. Si l'usine ferme, la collectivité te soutient parce que c'est un droit. Exactement, te payer pour ça. Mais avec cette nouvelle logique disciplinaire-là, perdre son emploi, c'est plus un accident de parcours, c'est perçu comme un échec moral, une défaillance personnelle qu'il faut redresser à coups de punition. C'est un glissement de sens fondamental. Et ce glissement-là, il est nécessaire pour faire accepter des réformes qui sont, à la base, super impopulaires. Dans le cas du gouvernement en Belgique, le but, c'était de limiter les allocations de chômage à 2 ans. Ce qui veut dire couper les vivres à combien de personnes? Près de 194 000 demandeurs d'emploi. Sans une campagne massive pour discréditer ces personnes-là à préalable, la population serait descendue dans la rue pour bloquer ça. C'est ce que le sociologue Stanley Cohen appelle une panique morale. On prend un groupe, on le désigne comme le cancer de la société, on attise la peur, puis soudainement, des lois complètement draconiennes qui auraient fait scandale avant, elles sont applaudies. On a créé l'ennemi intérieur parfait. Et ce qui m'a le plus troublé là-dedans, c'est de voir qui est la nouvelle cible.
Parce que, tu sais, taper sur le chômeur, c'est pas nouveau. Mais la réforme Arizona est allée chercher un groupe beaucoup plus inattendu, les malades de longue durée. Oui, ça c'est la nouveauté choquante de cette période. À la fin 2025, la Belgique comptait environ 576 000 personnes en incapacité de travail de longue durée. Plus d'un demi-million de personnes. C'est énorme. Et le gouvernement a réagi en traitant ces malades-là avec la même logique de suspicion que les chômeurs. Ils ont mis en place des processus de réintégration forcés avec des sanctions financières. Par exemple, une absence à un rendez-vous médical de contrôle, ça pouvait entraîner une coupe de 10 % de ton indemnité. C'est capoté. Mais comment on en arrive à soupçonner plus d'un demi-million de personnes de faire semblant d'être malades? Encore une fois, la rhétorique laisse planer l'idée d'une épidémie de paresse. Sauf que les vraies données disent quoi? Elles disent que cette augmentation n'a absolument rien à voir avec des gens qui veulent soudainement plus travailler. C'est purement structurel. Les chercheurs montrent que la hausse s'explique d'abord par le vieillissement de la population et surtout par le recul de l'âge de la retraite à 66 ans. Ben oui, forcément. Plus on demande aux gens de travailler vieux, plus les corps lâchent. C'est mathématique. Mais la statistique la plus accablante, c'est que 70 % de ces invalidités-là sont concentrées dans deux catégories, les problèmes musculo-squelettiques et les troubles de santé mentale. Donc, on parle de burn-out, de dépression sévère. Exactement. Des maladies liées à la surcharge de travail et à la pression constante de performance. Fait qu'on a des travailleurs qui ont littéralement été brisés physiquement puis mentalement par leurs conditions d'emploi. Et par un ton de passe-passe rhétorique, le système qui est censé les soigner se retourne contre eux et les traite comme des fraudeurs qu'il faut fliquer. C'est une violence institutionnelle inouïe. C'est très lourd. Mais mettons qu'on sort de la théorie pour regarder les impacts concrets. Quand un gouvernement adopte cette ligne dure-là de contraintes et de menaces, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Est-ce que ça marche au moins d'un point de vue économique? Pas en tout. Et pour le prouver, l'étude fait un détour par le Royaume-Uni qui a appliqué ce genre de réforme agressive dans les années 2010. Les conséquences observées sont glaçantes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une étude majeure publiée dans le Journal of Epidemiology and Community Health en 2015 a analysé les impacts des réévaluations forcées de l'aptitude au travail en Angleterre. Et la conclusion, c'est que cette pression constante a été directement corrélée à une hausse vertigineuse des prescriptions d'antidépresseurs. Ce qui est déjà grave. Oui, mais tragiquement, c'est aussi corrélé à environ 600 suicides supplémentaires en 3 ans. 600 suicides. Sérieux. Oui. On parle plus juste d'ajustement budgétaire ici. On parle d'une politique publique qui a des effets mortels documentés. C'est horrible. Et le pire, c'est que même si on mettait l'éthique de côté, une fraction de seconde, ces méthodes-là ne remplissent même pas leur objectif de remettre le monde au travail. Non, c'est un échec total sur ce plan-là aussi. C'est ce que démontrent les recherches de la London School of Economics, notamment les travaux d'Emma Williams. Son travail prouve qu'augmenter la sévérité des punitions financières ne ramène pas les gens plus vite sur le marché du travail. Ben non. Si t'es malade ou que ton usine a fermé, te couper les vivres, ça peut pas apparaître une job par magie. Exact. La seule chose que la coercition augmente de manière mesurable, c'est l'achalandage dans les banques alimentaires. On ne crée pas de la main-d'œuvre. On crée de l'extrême pauvreté. Le coup, c'est pas passé dans le silence total, cette réforme-là? Oh, pas du tout. Il y a eu une mobilisation massive. Le document relate de grandes grèves générales, des manifestations qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes dans les rues. C'est majeur pour la Belgique. 100 000 personnes, c'est pas rien? Il y a eu un tollé chez les universitaires. Il prévoyait que 85 % des ménages sans emploi avec enfants allaient plonger sous le seuil de pauvreté. Même les Restos du Cœur ont tiré la sonnette d'alarme. Ils disaient qu'ils n'auraient pas la capacité d'absorber la vague de gens radiés. Ils craignaient un véritable blackout social. Mais, attends, on a des études internationales qui prouvent que ça marche pas. On a les experts locaux en panique. On a 100 000 personnes dans la rue. Puis malgré tout ça, les réformes ont passé la rampe. Comment c'est possible? C'est là que la boucle se boucle avec notre point de départ sur le cadrage médiatique. Pour comprendre ce paradoxe, l'auteur fait appel au sociologue Pierre Bourdieu. Bourdieu explique comment la répétition d'un discours par des figures d'autorité finit par façonner ce qui nous apparaît comme l'évidence. Donc, à force de l'entendre à la télé, ça devient vrai. C'est ça. Malgré les manifestations, un grand sondage a montré qu'une majorité silencieuse de la population soutenait la limitation des allocations. Le travail de stigmatisation fait en amont a créé une dissonance cognitive.
L'image de l'abuseur inventé, le fameux profiteur dans son hamac, était devenue plus forte que l'avis des experts ou les données économiques. Le public a consenti à la destruction de son propre filet de sécurité, convaincu qu'il s'agissait juste d'un grand ménage contre la fraude. C'est terrifiant quand on y pense. C'est la force du discours dominant. Bon, si on prend un peu de recul pour rassembler tout ce qu'on vient de décortiquer, il y a 3 gros morceaux qui ressortent de cette analyse-là. Le premier, c'est le gouffre incroyable entre les millions de la fraude sociale hyper médiatisée et les milliards de l'évasion fiscale qu'on laisse passer dans l'ombre. Le 2 poids, 2 mesures, oui. Le deuxième morceau, c'est cette mécanique où l'on prend des problèmes de société lourds, comme l'usure au travail puis la santé mentale, et on les transforme en échecs moraux individuels. Et le troisième point, crucial, c'est la fonction politique de cet ennemi intérieur. Créer la figure du profiteur, c'est l'outil indispensable pour qu'un gouvernement puisse démanteler un système de solidarité de manière légitime aux yeux de la majorité. On gagne l'opinion publique avec des émotions puis de la stigmatisation, pas avec des faits. Ce qui démontre que l'objectif de l'analyse, c'était vraiment d'étudier la construction de ce discours-là, peu importe le parti au pouvoir. Exactement, c'est une question de mécanique du pouvoir, pas de partisanerie. Fait qu'on pourrait appliquer cette grille d'analyse-là à plein d'autres enjeux actuels. Mais ce qui me reste le plus en tête, c'est cette idée du non-recours au droit. Le fait que les gens ont trop honte pour demander de l'aide. C'est probablement la conséquence la plus toxique et durable de tout ce processus. Et ça m'amène à une réflexion finale, en fait. Vas-y. L'analyse montre que la stigmatisation détruit le lien de confiance entre le citoyen et l'État. Si une société en vient à concevoir la demande d'aide, une aide pour laquelle on a cotisé en tant que citoyen, non plus comme un droit, mais comme un aveu d'échec moral qui suscite la honte. On a changé la définition de la pauvreté. Exactement. N'est-ce pas la définition même de la pauvreté qu'on est en train de réécrire? Et surtout, la question qu'il faut se poser, à qui profite vraiment cette redéfinition de la vulnérabilité? Ouais. C'est une méchante bonne question. Je pense que tout le monde qui nous écoute a de quoi méditer là-dessus pour un bon bout de temps. Habituellement, quand on parle d'une toxine ou d'un danger pour la santé publique, l'image qu'on a en tête est super tangible. Ouais, très physique. C'est ça, mettons un déversement chimique dans une rivière, une fuite de monoxyde de carbone ou de la moisissure noire dans les murs d'une école. Ben oui, des affaires qu'on peut mesurer. Exact. La société envoie des équipes spécialisées avec les grosses combinaisons pour nettoyer ça. Le danger est évident parce qu'on peut l'isoler sous un microscope, tu sais. Puis le protocole de traitement est généralement clair, là. Dès qu'un agent pathogène physique est identifié, on déploie des mécanismes d'urgence, on isole la menace, on protège le monde. Sauf que pour notre grand dossier d'aujourd'hui, on s'attaque à une toxine d'un tout autre genre. Et si le poison le plus dommageable pour une énorme partie de la population n'était pas chimique, mais psychologique? Ah, c'est là que ça devient fascinant. Ouais. Imagine si ce poison-là prenait la forme d'un stéréotype diffusé à la télé à heure de grande écoute. Fait que pour comprendre ça, on a une grosse pile de documents devant nous aujourd'hui. Des recherches universitaires en psychologie sociale, des analyses macroéconomiques. Puis des rapports super fouillés sur la couverture médiatique, particulièrement en Belgique. Oui. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce que les chercheurs appellent l'impact pathogène de la stigmatisation médiatique de la précarité. Un gros terme. Très gros terme. Mais en gros, comment le fait de constamment pointer du doigt puis de caricaturer les personnes sans emploi ou malades dans les médias, bien, ça finit par avoir un impact destructeur bien réel. Et mesurable biologiquement, tu sais. L'intérêt de ces sources-là, c'est qu'elles nous forcent à arrêter de voir le discours public comme du simple vent. C'est pas juste des mots en l'air. Exactement. Les données cliniques nous montrent comment des mots, des images, bien, ça se transforme littéralement en symptômes physiques puis en exclusion institutionnelle. Avant de plonger dans les données, il y a une petite précision hyper importante à faire pour notre auditoire. Les rapports qu'on analyse s'appuient beaucoup sur le contexte politique belge actuel. On y parle des décisions d'une coalition gouvernementale qui s'appelle Arizona. Ouais, des réformes d'austérité qui font couler beaucoup d'encre là-bas. C'est très polarisé. Fait qu'on va être super clair, le but ici, c'est absolument pas de prendre parti, ni pour la gauche, ni pour la droite. On fait pas le procès d'une idéologie politique du tout. Non, on regarde vraiment juste les mécanismes économiques et psychosociaux que les chercheurs mettent en lumière, tu sais, à travers ce code figure précis. Exact. On lève le capot puis on regarde le moteur.
L'idée centrale qu'on teste aujourd'hui, c'est est-ce que le stéréotype du fameux fraudeur de l'aide sociale est devenu genre une arme de destruction massive pour la santé publique? C'est une grosse question. Bon, décortiquons tout ça. Pour bien comprendre les rouages, il faut regarder le portrait global de l'économie en premier, non? Ouais, les sources décrivent une mutation majeure du modèle social belge. Tu sais, on passe d'un système historiquement pensé autour de la solidarité universelle. Où perdre sa job, c'est un risque collectif. C'est ça, la société l'assumait. Mais là, on passe à un modèle beaucoup plus conditionnel, beaucoup plus punitif. Ce qu'ils appellent un État social actif. La coalition doit trouver des milliards d'euros de coupes budgétaires d'ici la fin de la décennie. Puis les mesures détaillées dans les textes sont assez intenses. On parle d'un vrai changement de paradigme. Mettons le chômage, qui n'avait pas de limite de temps strict sous certaines conditions là-bas, ben se voit imposer un couperet absolu de 24 ans. Puis pour les jeunes qui sortent de l'école, c'est 1 an maximum. Ouais, mais ce qui fait capoter les chercheurs, c'est la gestion des malades de longue durée, avec leur dispositif TRI 3.0. Trajet de retour à l'emploi, ouais. En gros, un travailleur en invalidité qui raterait, mettons, un rendez-vous médical de contrôle ou qui serait jugé non collaboratif, ben bang, il peut subir une coupe directe de 10 % sur ses indemnités. Et ça s'arrête pas là, tu sais. Il y a même un volet où les médecins eux-mêmes sont profilés et surveillés par l'État s'ils prescrivent un peu trop d'arrêt de travail. Wow, OK. Puis, toute cette architecture de surveillance-là, c'est justifié publiquement comment? Bien, par une nécessité absolue de traquer les abus. Le discours officiel martèle que la fraude sociale, c'est un gouffre financier énorme qui menace tout l'État. Mais c'est là que c'est fou, l'analyse des bilans comptables de ce même État-là révèle une asymétrie qui est juste absurde. Ah, c'est complètement déconnecté de la réalité. J'ai pensé à une analogie en lisant ça. C'est genre, imagine une banque qui déploie une escouade de détectives ultra sophistiqués avec des hélicoptères, des chiens de garde, des algorithmes. Juste pour un client dans la salle d'attente. Exactement. Un client qui aurait peut-être ramassé 400 $ en petite monnaie tombée entre les coussins du divan. Puis pendant ce temps-là, la porte de la chambre forte en arrière est grande ouverte, puis des camions blindés partent avec des lingots, mais la sécurité regarde juste le gars sur le divan. C'est une excellente image parce que les chiffres du rapport sont hyper clairs. La lutte contre la fraude sociale rapporte environ 435 millions d'euros. Ce qui leur chiffre record en passant. Oui, ça a l'air de beaucoup d'argent, mais ça représente même pas 0,3 % du budget de la sécurité sociale. 0,3. Puis pendant ce temps-là, l'évasion fiscale. L'évasion et l'optimisation fiscale des grandes fortunes et des multinationales, c'est estimé entre 15 et 55 milliards d'euros par année. 15 à 55 milliards. Le ratio d'impact, c'est genre 1 %. C'est hallucinant. Oui, 1 %. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment les chercheurs en sociologie expliquent ce décalage. Tu sais, si la fraude fiscale coûte 100 fois plus cher, pourquoi toute l'énergie politique et médiatique est sur le dos du chômeur? Ouais, pourquoi? Ça s'explique par un concept qu'on appelle le welfare chauvinisme. Le chauvinisme de l'État-providence. C'est la construction délibérée d'un bouc émissaire. Un genre d'ennemi de l'intérieur. Fait que c'est littéralement un écran de fumée. Si le gouvernement doit imposer des coupes drastiques à tout le monde, c'est bien plus facile à faire passer si tu pointes un groupe du doigt en disant « Regardez, c'est eux autres les coupables, ils profitent de vos impôts. » C'est ça. Puis les données sur les ressources de l'État le prouvent. Les rapports soulignent que les effectifs des inspecteurs d'impôts, ceux qui peuvent traquer les paradis fiscaux, ont été réduits. Voyons. Ouais. Et pourtant, chaque inspecteur fiscal rapporte à l'État genre 7 fois et demi son salaire. C'est hyper rentable. Puis à l'inverse, on finance quoi? L'État finance des grosses bases de données croisées pour surveiller la consommation d'eau et d'électricité des citoyens les plus pauvres. Attends, vraiment? Ils surveillent l'eau puis l'électricité? Oui. Pour voir s'il y a des variations qui prouveraient que la personne ne vit pas toute seule, puis récupérer une coupe de centaines d'euros de fraude au domicile. C'est de l'ingénierie de division sociale pure. Sauf que, tu sais, pour que cette division-là fonctionne au sein de la population, il faut que cet ennemi de l'intérieur ait un visage. Et c'est là que les médias rentrent dans la danse. Les sociologues appellent ça la fabrique de la honte. Ouais, la fameuse poverty porn ou la pornographie de la pauvreté. L'analyse de milliers d'articles et de reportages montre que les médias de masse oublient complètement la réalité structurelle. Ils font juste du sensationnalisme individualisant. Et montrent les cas extrêmes pour faire réagir. Exact. Le cas d'école dans les textes, c'est une émission de la chaîne belge RTL TVI. Le titre était très subtil, sans boulot, tous fraudeurs avec un point d'interrogation. Ouf, ouais, super subtil.
Ils sont allés à Verviers, une ville super touchée par la désindustrialisation, puis ils ont filmé une dame, Jacqueline, une ancienne animatrice commerciale qui a des graves séquelles physiques d'un accident de travail. Ouais, puis l'équipe lui avait promis de flouter son visage, non? Exactement, ils lui ont garanti l'anonymat, mais à la diffusion, zéro protection. Son visage à l'écran devant des centaines de milliers de personnes, avec un montage qui la faisait passer pour une paresseuse qui volait une place de stationnement pour personnes handicapées. C'est épouvantable. Livré en pâture, littéralement. Complètement. Le Conseil de déontologie journalistique a lourdement condamné la chaîne, mais le mal était fait, tu sais. Le problème avec ces mises en scène-là, c'est qu'on cache les vraies causes. Oui, parce que quand tu regardes les vrais chiffres, l'augmentation des arrêts de travail de longue durée, ça vient du recul de l'âge de la retraite puis de l'intensification des conditions de travail, non? Ouais. 1/3 des nouvelles invalidités, ce sont des troubles psychosociaux, des burn-out sévères, souvent chez des femmes dans des emplois précaires. Mais la télé ne montre pas un système de santé mentale qui s'écroule. Elle montre une personne chez elle, puis une voix off qui dit qu'elle fait rien de ses journées. Mais, OK, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Si ces émissions-là existent, puis qu'elles font de l'audimat, on pourrait dire que c'est parce qu'il y a une vraie frustration chez le monde qui travaille fort. Les gens payent beaucoup d'impôts, fait que l'idée de se faire frauder, ça fâche. Les médias feraient juste refléter la grogne populaire. C'est un argument qu'on entend souvent, mais la psychologie sociale le démolit. Les études prouvent que cette indignation-là, elle n'est pas naturelle du tout. Elle est fabriquée par un vide d'informations. Comment ça? Fabriquer? Bien, ils ont fait des tests. Quand tu prends un groupe de citoyens puis que tu leur montres les vraies statistiques de l'aide sociale, mettons, que la durée moyenne d'indemnisation, c'est autour de 10 mois et non pas à vie, puis que les montants sont super bas, L'opinion change. drastiquement. La proportion de gens qui trouvent les aides injustifiées passe de 37 à 15 d'un coup. Le ressentiment vient pas de la réalité, il vient du mythe sensationnaliste qu'on leur sert. Fait que ce cirque médiatique-là crée une perception complètement fausse. Puis le pire, c'est que cette honte-là ne s'arrête pas juste à la réputation globale d'un groupe. Quand le cerveau de quelqu'un est constamment soumis à ce niveau de rejet-là, ça déclenche des vraies réactions physiques. C'est là qu'on rentre dans la vraie toxicité. C'est du stéréotype. C'est un concept majeur théorisé par Steele et Aronson dans les années 90. L'idée, c'est que quand tu intériorises un stéréotype négatif, ça détruit tes propres capacités cognitives quand tu es évalué. Le rapport donne l'exemple d'une étude de faux CV qui est troublante. Pour 2 candidats avec les mêmes diplômes, la même expérience, le candidat qui a un emploi a 18,6 % de chances de se faire appeler. Puis l'autre? Celui qui indique être au chômage, 9,2 %. Ses chances sont coupées de moitié juste avec ce mot-là sur le papier. C'est fou! Mais la menace du stéréotype, ça va encore plus loin que le biais du recruteur. Ça se passe dans la tête du candidat. Mettons, j'ai une image pour ça. C'est comme si tu demandais à un vieil ordinateur de faire rouler un gros logiciel de rendu vidéo 3D en pleine entrevue. OK, je vois où tu t'en vas. Le problème, c'est que 80 % de ta mémoire vive, ta RAM, est mangée par un petit virus en arrière-plan qui te crie dessus. Attention, ils pensent que t'es lâche, fais pas d'erreur. Ils vont penser que t'es un frotteur. Exact. Fait que l'ordinateur gèle. La batterie cognitive se vide, puis le candidat plante l'entrevue. Si on relie ça à la vue d'ensemble, ton analogie de la mémoire vive est parfaite scientifiquement. La peur de confirmer le stéréotype du chômeur incompétent, ça surcharge la mémoire de travail. Tes ressources sont pompées ailleurs. Ouais, les fonctions exécutives qui devraient t'aider à réussir le test sont détournées vers la gestion de ton anxiété sociale. Fait que tu sous-performes, pas parce que t'es pas intelligent, mais par épuisement cognitif. Puis ça mène même à l'auto-sabotage. Tu finis par éviter les opportunités juste pour pas te faire évaluer encore. Mais tu sais, le cerveau puis le corps, c'est la même bébelle. Si ça draine ton énergie mentale, vivre avec cette alarme-là au maximum tout le temps, ça doit user le corps solide. Complètement. C'est un processus biologique destructeur. L'évolution fait pas la différence entre fuir un prédateur et gérer une menace d'exclusion sociale. Dans les 2 cas, le corps pompe du cortisol. L'hormone de stress. C'est ça. À court terme, c'est bien, tu peux courir vite, mais chez quelqu'un qui est stigmatisé à tous les jours, la réponse au stress reste pognée à on. Ça crée une charge allostatique, une inflammation constante qui use le corps. Le corps rouille de l'intérieur. Littéralement. Les études médicales montrent une réactivité cardiovasculaire exagérée, un système immunitaire affaibli. Il y a même des grosses études britanniques dans les sources qui montrent que quand on introduit des évaluations très agressives pour l'aptitude au travail, les prescriptions d'antidépresseurs explosent.
Oh, wow. Le taux de dépression clinique monte en flèche, indépendamment du niveau de pauvreté financière. La stigmatisation rend malade en soi. Ils ont même corrélé ça à une hausse des suicides dans certains cas. C'est le cycle d'une prophétie autoréalisatrice, mais genre ultra cruelle. La société te traite d'incapable. Ton cerveau capote pour gérer ce rejet-là. Ça détruit ta concentration, ça ruine ta santé. Puis quand tu réussis pas à trouver une job à cause de ta santé bousillée, mais la société te pointe encore du doigt pour dire « Ah, on l'avait dit ». C'est un cycle complètement fermé, ouais. Puis ajoute à ça l'intersectionnalité. Moins quand les discriminations se multiplient. Exact. Imagine une personne au chômage qui a aussi un problème psychiatrique puis qui fait partie d'une minorité visible. Elle mange la claque de la pauvreté, la stigmatisation de la santé mentale puis le racisme systémique. Le poids cognitif est juste écrasant. OK, mais mettons, sachant tout ça, comment quelqu'un réagit quand il a cruellement besoin d'argent pour survivre? La logique voudrait que l'instinct de survie embarque, non? Que tu vas te battre au guichet pour avoir de quoi payer ton loyer. Bien, mathématiquement, oui. Mais la réalité du terrain, c'est un comportement d'évitement massif. L'acteur économique rationnel prend le bord. Puis c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Les statistiques sur le taux de non-recours, c'est peut-être l'affaire la plus contre-intuitive qu'on a lue. Absolument. En Belgique, entre 37 et 51 % des gens qui ont légalement droit au revenu d'intégration sociale, l'aide de dernier recours avant la LU, ben ils le réclament juste pas. La moitié du monde. Ouais, parce que les démarches sont devenues une forme de maltraitance institutionnelle. Les rapports citent des questions posées au guichet, genre Expliquez-moi votre emploi du temps. Avez-vous regardé la télé cette semaine? » Genre, tu mérites aucun loisir si t'es pauvre. Exactement. Le niveau d'intrusion est tellement humiliant que des milliers de gens aiment mieux sauter des repas ou vivre sans chauffage l'hiver plutôt que de se faire traiter de parasite par un fonctionnaire. C'est fou. Les chercheurs appellent ça le claims stigma, le stigmate de la démarche. Puis ce taux de non-recours astronomique-là, tu sais, c'est pas un bug du système, c'est son mécanisme principal. C'est de l'austérité par l'épuisement, tu rends ça tellement dégradant que le monde abandonne puis l'État sauve une fortune. Ouais, des milliards d'euros chaque année. C'est 10 à 20 fois plus que ce que coûte la vraie fraude sociale qu'ils font semblant de combattre. Fait que le discours contre les fraudeurs, c'est juste un prétexte pour justifier un contrôle total. Ils envoient même des inspecteurs dans les aéroports pour checker si des bénéficiaires prennent pas de vol non autorisé. Ouf! C'est là qu'on rejoint l'idée du panoptique numérique dans les textes. Et même une prison circulaire où le gardien au centre voit tout, mais toi, tu le vois jamais, tu te sens tout le temps surveillé. Mais aujourd'hui, le Mirador, c'est un algorithme. Exact! Si tu consommes un peu trop d'eau, l'algorithme flash rouge, puis t'es suspect. C'est la criminalisation de la misère. Les travailleurs sociaux deviennent une genre de police administrative. Fait que si on résume la patente d'un bar, t'as des gouvernements qui veulent couper les déficits, souvent parce qu'ils sont complaisants avec l'évasion fiscale d'en haut. Ouais. Puis pour justifier les coupes d'en bas, les médias construisent le mythe du grand fraudeur. Cette poverty point-là sature la rame cognitive des plus vulnérables, ça les rend malades physiquement, puis ça monte un mur bureaucratique tellement humiliant qu'une personne sur deux préfère la vraie misère à la demande d'aide. C'est la chaîne de causalité clinique. Puis ça ramène tout au fait que la précarité, c'est pas juste un manque d'argent. C'est une relation sociale de disqualification totale. Ça te dépouille de ton statut d'humain. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous autres? Ça nous ramène à l'analogie du début. Si c'était une usine qui garochait des produits chimiques dans une rivière puis qui rendait le monde malade, on poursuivrait l'usine. Mais parce que c'est du poison télévisuel ou administratif, ça passe comme dans du beurre. Et c'est là-dessus que les chercheurs concluent, et cela soulève une question importante. C'est quoi la grande réflexion? Bien, plus que la science prouve, hors de tout doute que ce discours médiatique-là rend les gens malades cliniquement puis cause des décès évitables, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à traiter la pauvrophobie, le mépris de classe, avec la même rigueur légale que le racisme ou le sexisme? Oh, c'est un gros point. Si une émission de télé nuit objectivement à la santé publique, où est la ligne entre la liberté journalistique puis la mise en danger délibérée de la vie des autres? Wow! Ça change complètement comment on va regarder les nouvelles. La prochaine fois qu'un reportage va aller humilier quelqu'un en difficulté pour faire des codes d'écoute, bien, on verra plus ça comme du mauvais divertissement. On va regarder une toxine en train de faire sa job de destruction. C'est une maudite bonne réflexion qu'on laisse à tout le monde qui nous écoute. C'est ce qui conclut notre grand dossier du jour. Restez curieux, surtout restez critiques. Salut tout le monde!
C'est quand même fou d'imaginer qu'ouvrir un journal, scroller sur son téléphone ou juste allumer la télé, ben, ça puisse rendre quelqu'un littéralement, physiquement malade. Ouais, c'est difficile à concevoir. Puis pourtant, c'est le constat assez troublant qui ressort de notre sujet du jour. Mais juste avant de plonger là-dedans, on se doit de faire une mise en garde super sérieuse pour quiconque nous écoute. C'est vraiment important, ça. Oui. L'exploration qu'on fait aujourd'hui démontre, avec des preuves scientifiques à l'appui, que la stigmatisation de la précarité dans les médias a des effets pathogènes directs. Fait que c'est crucial de savoir que les discours et certains termes qu'on va devoir citer pour notre analyse, comme les mots profiteur, parasite ou fraudeur, ben, ils peuvent avoir un impact très lourd sur la santé mentale. Absolument. Surtout s'ils sont perçus comme stigmatisants. On parle des faits réels, documentés dans nos sources, comme des pics d'anxiété sévères, une destruction de l'estime de soi, puis un isolement profond. C'est une précaution qui est essentielle à prendre en partant. Le cœur même de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui s'appuie sur des recherches psychosociales et médicales qui prouvent justement ces effets cliniques dévastateurs-là. Exact. Fait qu'il faut garder en tête tout au long de la discussion qu'on parle pas juste d'un petit débat d'idées ou d'une guerre de mots sur des plateaux télévisés. On parle d'un véritable enjeu de santé publique. C'est clair. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique-là. Comment une simple façon de présenter l'information se métamorphose en une prophétie autoréalisatrice qui détruit des vies et, ironiquement, bloque l'accès à l'emploi. C'est vraiment ça le paradoxe. Ben oui, puis pour faire le tour de la question de manière complètement impartiale, on a passé au peigne fin une vraie montagne d'informations. On a des études majeures, comme celle de l'Université catholique de Louvain, on a des rapports syndicaux, des rapports médicaux, des analyses du Conseil des déontologies journalistiques et des documents politiques récents concernant la Belgique. Surtout ce qui entoure les réformes du fameux gouvernement de coalition qu'on appelle Arizona. Voilà. Et le but de notre démarche, c'est vraiment de décoder le pourquoi. Pourquoi ce narratif-là est construit de cette façon et surtout quelles sont ses conséquences concrètes sur l'ensemble de la société. Parce que, tu sais, ce cadrage médiatique-là, il flotte pas dans le vide. Il façonne l'opinion publique, il influence les politiques. Fait que, on y va, on plonge. Je suis prête. On commence par quoi? On va commencer par l'aspect médiatique, la fameuse fabrique du profiteur. En lisant les recherches de Charlie Marie, il y a une statistique qui m'a complètement sidéré. Ouais, les chiffres sont impressionnants. C'est une étude qui a analysé un corpus gigantesque, genre plus de 12 000 articles de la presse écrite belge et européenne de 2005 à 2022. 12 000 articles. C'est énorme. Et la conclusion, c'est que la réalité humaine du chômage, la vraie vie des gens, ben, elle est pratiquement invisible. C'est un vide intersidéral. Un vide total, oui. On y parle presque exclusivement de statistiques froides, des taux d'activation, des courbes de croissance, mais jamais de ce que c'est concrètement de vivre l'angoisse de la précarité au quotidien. Puis c'est une observation fondamentale, parce que, comme on le sait, dans l'espace médiatique, la nature a horreur du vide. Ben oui, il faut bien remplir les pages. Exact. Si on montre pas la réalité complexe, nuancée et souvent très souffrante de la perte d'emploi, cet espace-là doit quand même être rempli. Et ce qui vient combler ce vide, c'est ce que les chercheurs appellent le poverty porn. Ouf, le poverty porn, ça fesse comme terme. C'est quoi exactement la mécanique derrière ça? En gros, on pourrait traduire ça par la pornographie de la pauvreté. C'est l'exploitation du quotidien des personnes vulnérables dans un but de pur sensationnalisme. Donc, zéro analyse de fond. Exactement. Plutôt que de faire une analyse structurelle, genre expliquer pourquoi une usine a fermé ou comment les algorithmes de recrutement excluent certains profils, bien, les médias vont se concentrer sur une caricature individuelle. Pour faire réagir, j'imagine. C'est exactement ça le but, générer une réaction immédiate émotionnelle chez le public, très souvent de l'indignation, de la colère ou du mépris. Ça génère des clics. C'est vendeur, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. On remplace la complexité par un spectacle voyeuriste. Fait que pour illustrer ça, les recherches documentent un cas hyper précis qui s'est passé en Belgique. Puis honnêtement, en lisant ça, j'étais carrément révolté. L'affaire du reportage télévisé? Oui. En novembre 2025, la chaîne RTL TVI sort un documentaire avec un titre qui manque pas de subtilité du tout. Ça s'appelait « Sans boulot, : tous fraudeurs, ? » Déjà avec un titre de même. Ben oui, avec un point d'interrogation gros de même, on sait très bien où ils s'en vont. Le journaliste décide de cibler la rue qui est statistiquement la plus pauvre de la ville de Verviers, l'Angle. Construire un récit qui fait passer l'absence d'emploi pour un choix de vie. Une espèce de paresse assumée, selon eux. C'est ça. Puis on y décrit le cas de Jacqueline. C'est une ancienne animatrice commerciale qui, dans les faits, souffre de très lourdes séquelles physiques suite à un grave accident.
La façon dont son histoire a été traitée, c'est vraiment un cas d'école de ce sensationnalisme toxique dont on parlait. Comment ça s'est passé en coulisses? D'après les rapports qui ont analysé l'émission, il y avait eu une entente super claire au départ. Le visage de Jacqueline devait être flouté. C'est qu'ils n'ont même pas respecté l'entente? Pantoute. La promesse n'a pas été respectée. Elle a été exposée à l'écran, reconnaissable par tous dans sa ville, puis le montage le présentait de manière complètement biaisée. Genre quoi? Le montage laissait entendre qu'elle profitait sans aucune raison d'une place de stationnement pour personnes handicapées. Attends un peu, là. C'est de l'humiliation publique à ce stade-là. C'est pas juste du mauvais journalisme, c'est littéralement détruire la réputation de quelqu'un dans son propre quartier juste pour faire de l'audimace. C'est inacceptable. Puis ça n'a pas passé inaperçu, hein? Ben, j'espère bien. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour la chaîne? Parce que j'ai lu qu'il y a eu plus d'une centaine de plaintes officielles. Oui, plus de 100 plaintes. Et le Conseil de déontologie journalistique, le CDJIA, a été saisi de l'affaire et a officiellement condamné l'émission. OK, une condamnation formelle. Exact. La décision est très claire. Le programme a procédé à une incitation indirecte à la discrimination. Le CDJA a statué que le reportage omettait délibérément des données fondamentales pour véhiculer une image grossièrement stéréotypée de la précarité. C'est faux. Tu sais, c'est comme si on braquait un énorme projecteur uniquement sur une poubelle qui déborde au milieu d'un grand parc magnifique. C'est une super bonne analogie. Si on monte juste cette poubelle-là à la télé à tous les soirs, ben les gens vont finir par croire que tout le parc au complet est un immense dépotoir. C'est un cadrage totalement artificiel. Tellement. Mais le vrai problème, au-delà de la fausse perception du public, c'est que ce projecteur mensonger-là, il prépare le terrain pour un drame psychologique bien réel. Oui, l'impact pathogène. Exact. Le drame, c'est que la personne qui se trouve près de cette poubelle finit par se voir uniquement sous cette lumière-là. Ce cadrage hostile, il reste pas gentiment confiné dans l'écran de télé. Il s'infiltre. Effectivement, il s'infiltre dans la psychologie des gens. C'est ce que la psychologie sociale décrit comme le passage de la stigmatisation structurelle à l'autostigmatisation. Fait que les gens finissent par y croire eux-mêmes. Oui. À force d'entendre ce discours ambiant, l'individu intériorise le mépris de la société. Il développe ce qu'on pourrait appeler une pauvrophobie intériorisée. Wow! Puis c'est là que les données cliniques qu'on a regardées deviennent fascinantes, mais c'est tellement tragique en même temps. Oui, ça brise le cœur. Les études sur lesquelles on se penche, comme celle de la Mental Health Foundation au Royaume-Uni ou de grandes enquêtes sur l'insécurité alimentaire, elles montrent un lien de causalité directe. C'est pas juste une corrélation, c'est une cause directe. C'est ça. Être exposé à répétition aux stéréotypes du parasite, ça crée ce qu'ils appellent une conscience du stigma. Puis c'est pas juste se sentir un peu triste, là. C'est une honte systémique. La personne a l'impression d'être jugée par absolument tout le monde qu'elle croit. Au supermarché, dans le bus, au repas de famille. Partout. Puis pour bien comprendre la gravité de la mécanique, faut s'intéresser à ce qui se passe dans le corps physiquement. Sur le plan médical, le rejet social est traité par le cerveau dans des zones qui sont très similaires à celles de la douleur physique. C'est fou de penser que le cerveau fait pas la différence. Fait que quand une personne ressent cette honte-là, son corps se met en état d'alerte permanent, comme si elle était face à un prédateur. C'est un stress chronique. Le cortisol doit être dans le tapis. Le taux de cortisol explose, oui, et à long terme, la littérature médicale montre que ça provoque une hausse majeure des troubles anxio-dépressifs. Fait que ça rend vraiment malade. Et des problèmes purement physiques aussi, comme l'hypertension artérielle sévère, de l'insomnie chronique, puis des dérèglements du système immunitaire. Fait que pour se protéger de ce regard destructeur, la personne va souvent adopter une stratégie d'évitement. Le repli sur soi total. Exactement. Elle se cache. Fait que, attends, je vais m'arrêter là-dessus un instant parce que c'est majeur. Si on décode ça logiquement, Oui. la plupart des discours politiques qui prônent l'activation, tu sais, l'idée qu'il faut mettre de la pression sur les chômeurs, les secouer un peu pour les motiver à retourner au travail, bien, cette pression-là, elle agit littéralement comme un poison paralysant. C'est l'inverse absolu de la motivation. C'est complètement contre-productif. Tellement. Et c'est là qu'on entre dans un concept fascinant, la menace du stéréotype. C'est théorisé depuis longtemps par des chercheurs comme Claude Steele et Joshua Aronson, puis ça a été confirmé par les travaux de Ginette Herman et David Bourguignon. OK, explique-moi ça. Comment ça marche? C'est un mécanisme cognitif redoutable. Imaginons une personne en situation de recherche d'emploi qui se rend à une entrevue. OK.
le stress classique de l'entrevue. Mais là, elle sait, consciemment ou non, que son statut de chômeur de longue durée est associé à un stéréotype d'incompétence ou de paresse dans la société. Ah, fait qu'elle s'assoit devant le recruteur, puis au lieu de juste penser à ses compétences, il y a une grande partie de son cerveau qui est en train de paniquer. Exact. En se disant genre, dis rien qui pourrait lui faire croire que je suis le feignant qu'il a vu à la télé hier soir. C'est précisément ça. Cette peur constante de confirmer le stéréotype va monopoliser ce qu'on appelle la mémoire de travail de l'individu. Comme un ordinateur. C'est en plein ça, comme un ordinateur dont la mémoire vive est saturée par un gros programme qui roule en arrière-plan. La personne perd ses mots, elle devient nerveuse, elle donne des réponses moins structurées. Elle sous-performe. Oui, mais c'est pas un manque de capacité, c'est une paralysie cognitive temporaire induite par le poids du stéréotype. C'est complètement capoté. Puis le pire là-dedans, c'est que ça donne raison au recruteur biaisé qui va sortir de là puis se dire « Ah, je le savais, ces profils-là sont pas bons. » C'est la définition même d'une prophétie autoréalisatrice. Puis les statistiques sur la discrimination à l'embauche le prouvent noir sur blanc. Une des études mentionne des tests qui ont été faits par l'envoi de CV fictifs identiques. Ça, c'est toujours révélateur. Écoute bien ça. Un candidat qui est actuellement en poste, il a 18,6 de chances d'être recontacté pour une entrevue. Le même CV, avec les mêmes diplômes, la même expérience. Mais pour un candidat qui affiche être au chômage, les chances dégringolent à 9,2 C'est la moitié. C'est la moitié. Le stéréotype crée de toutes pièces l'échec qu'il dénonce en boucle. Ce qui nous amène à une autre conséquence très grave, peut-être la plus insidieuse documentée dans nos rapports. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on observe, c'est pas seulement un blocage sur le marché du travail, c'est un retrait total face au filet de sécurité de l'État. C'est ce qu'on appelle le phénomène du claims stigma. Le stigmate lié à la démarche de demander de l'aide? C'est ça. L'humiliation associée au statut de bénéficiaire est tellement forte que l'acte même de demander une aide légale devient complètement insupportable. Pour bien mettre ça en perspective pour notre auditoire, on parle de démarches qui sont souvent extrêmement intrusives, tu sais. Prouver sa composition de ménage, justifier ses relevés bancaires. Subir des contrôles à domicile, fouiller dans ta vie privée. C'est lourd. Très lourd. Et pour éviter de subir ce que beaucoup perçoivent comme une violence symbolique puis un mépris institutionnel au guichet de l'État, des franges entières de la population décident de juste pas demander l'aide. L'aide à laquelle elles ont pourtant un droit légal. Exact. C'est le phénomène du non-recours. Puis les chiffres là-dessus, honnêtement, ils donnent le vertige. On parle d'un taux de non-recours qui peut grimper jusqu'à 45 pour le revenu d'intégration sociale en Belgique. 45 C'est presque la moitié des gens admissibles. C'est l'équivalent pénalible de dernier recours. Puis en France, on estime à 34 le non-recours pour certaines prestations sociales. C'est comme si un État fabriquait un gilet de sauvetage pour ses citoyens, mais qu'il le recouvrait d'une peinture hautement toxique puis brûlante. Belle image. Les gens préfèrent encore essayer de nager jusqu'à l'épuisement, risquer la noyade financière, de ne pas manger à leur faim ou d'avoir froid l'hiver, plutôt que de subir la douleur de mettre ce foutu gilet-là. C'est une analogie qui est très, très juste. Ils choisissent l'insécurité matérielle sévère plutôt que la dégradation de leur dignité. C'est fort. Mais tu sais, si on prend un peu de recul face à tout ça, il faut se poser une question cruciale. Laquelle? Pourquoi un système tolère ça, voire entretient ce climat de stigmatisation-là? Et c'est là qu'on entre dans l'analyse plus politique. Et je rappelle qu'on reste totalement impartiaux ici, on fait que rapporter ce qui se trouve dans les sources. Absolument, on prend pas parti. On décode les documents. Ces dynamiques-là sortent pas de nulle part. Si on regarde froidement l'analyse syndicale puis les documents politiques qu'on a sous les yeux, on voit que ce climat sert de levier. Un outil. Exact. Il a une utilité politique redoutable pour faire accepter des vastes réformes structurelles. Et là, on touche au contexte politique récent en Belgique, avec la formation de ce qu'on appelle la coalition Arizona. Oui. Juste pour mettre tout le monde dans le contexte, on l'appelle comme ça parce que les couleurs des différents partis de cette coalition de centre-droit, elles rappellent le drapeau de l'État d'Arizona. Et dans les documents qu'on a pour 2025-2026, il y a des réformes très dures qui sont prévues. C'est exact. L'une des mesures phares de ce gouvernement, c'est de limiter brutalement l'accès aux allocations de chômage dans le temps avec un plafond strict de 24 mois. 2 ans, puis c'est coupé. Voilà. En parallèle, les réformes prévoient un allongement global de la durée des carrières. L'argumentaire de l'État pour ça, c'est de dire qu'on pousse les gens vers l'emploi. Mais j'imagine que les analyses médicales sont pas d'accord. Non.
Elle pointe vers une réalité bien différente, le principe des vases communicants. Attends, explique-moi ça. Qu'est-ce que tu veux dire par vase communicant dans ce contexte-là? C'est simple. Si on coupe les vivres aux chômeurs après 2 ans, mais sans agir sur la qualité des emplois, sans réduire les discriminations à l'embauche ou la pénibilité du travail, bien, la précarité, elle disparaît pas par magie. Ben non, les gens s'évaporent pas. Les personnes ne trouvent pas soudainement un emploi stable de rêve. Elles basculent dans un autre système. Lequel? L'invalidité. C'est pour ça que les chiffres de l'INAMI, l'Institut belge qui gère l'assurance maladie-invalidité, bien, ils sont si alarmants. On a atteint un record historique avec plus de 576 000 personnes en invalidité de longue durée. 576 000? Et en quelques années seulement, on a enregistré une hausse spectaculaire de 70 des cas de burn-out puis de dépression liés au travail ou à la perte de celui-ci. Fait que le corps lâche quand le système se durcit trop. C'est carrément une explosion de la souffrance. Exactement. Et ce qui est peut-être le plus révoltant quand on épluche ces dossiers-là, c'est la différence de traitement de la part de l'État, selon le type de fraude. Ah oui, la symétrie institutionnelle. C'est un débalancement total. D'un côté, on a ce discours ambiant et très agressif sur la fameuse fraude sociale des chômeurs. Mais financièrement, l'Office national de l'emploi, l'ONEM, récupère quoi en traquant ça? Quelques dizaines de millions d'euros, tout au plus. C'est ça. Puis de l'autre côté, la perte estimée liée à la grande fraude puis l'évasion fiscale en Belgique, elle se situe entre 20 et 31 milliards d'euros chaque année. Le contraste est vertigineux. On parle d'un ratio de 100 pour 1. La fraude fiscale coûte 100 fois plus cher à l'État que la fraude sociale détectée. 100 fois. Pourtant, la location des ressources de contrôle étatique va complètement à l'encontre du bon sens économique. Prenons un exemple concret tiré de nos rapports. Un inspecteur des impôts coûte en moyenne 60 000 euros par an à l'État. OK, son salaire. Mais, par son travail de redressement, il rapporte environ 450 000 euros. Fait que c'est un retour sur investissement massif. C'est 7,5 fois la mise initiale. C'est ultra rentable pour l'État. Puis pourtant, si j'ai bien lu les sources, l'État réduit ces effectifs-là. Voyons donc. Ben oui. Les gouvernements successifs ont régulièrement réduit les effectifs de l'Inspection spéciale des impôts ou ils ont limité leurs moyens d'action. C'est absurde. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On investit pour créer des plateformes anonymes en ligne, des sortes de numéros verts pour encourager les citoyens à dénoncer leurs voisins suspectés de fraude sociale. De la délation. Oui. On traque impitoyablement les plus précaires pendant qu'on laisse une très grande marge de manœuvre à la délinquance en col blanc. C'est fou pareil. L'État déploie l'artillerie lourde pour ramasser les miettes, mais laisse la porte du grand coffre-fort ouverte en espérant que les fraudeurs fiscaux soient de bonne foi. C'est exactement ça. Puis pour couronner le tout, la recherche montre comment on tente de politiser ces chiffres-là de manière très dangereuse. Oui, avec l'affaire Clarival. En octobre 2025, le ministre Clarival fait les manchettes. À la radio, il essaie de justifier les futures exclusions du chômage en affirmant, puis je le cite, que 57 % des personnes visées étaient d'origine étrangère. Il sort ce chiffre-là de nulle part. Absolument de nulle part. Pour réaliser quelques jours plus tard que l'administration officielle prouvait que 81 % des personnes concernées étant en fait de nationalité belge. C'est une tentative flagrante de manipulation. Puis ce type de dérapage-là, c'est loin d'être anecdotique dans la littérature politique. En sciences politiques, on analyse ça comme un processus de création d'un ennemi intérieur. Un bouc émissaire, dans le fond. C'est ça, ce qu'on appelle l'ethnicisation du débat social. C'est lié à un problème économique à l'origine ethnique. Bien, ça permet de détourner l'attention du public au lieu de débattre des vrais problèmes structurels. Comme l'austérité ou l'évasion fiscale dont on parlait. Voilà. Bien, on canalise les frustrations d'une population qui souffre vers une figure d'altérité, le faux citoyen. La stigmatisation devient alors un outil incroyablement efficace. Elle justifie les coupes budgétaires, elle paralyse les bénéficiaires par la honte, puis surtout, elle divise les travailleurs entre eux. C'est un mécanisme brillant, honnêtement, mais tellement terrifiant d'ingénierie du consentement. On monte les gens de la classe moyenne qui en arrachent aussi contre les plus vulnérables. C'est diviser pour mieux régner. Puis ça nous ramène directement à l'essentiel pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Tout à fait. Comprendre comment ces narratifs-là sont fabriqués, décortiquer la psychologie de la stigmatisation, c'est littéralement de l'autodéfense intellectuelle. C'est le mot exact. C'est essentiel pour garder notre esprit critique face au bombardement médiatique qu'on subit à tous les jours.
Parce que derrière les gros titres chocs puis les reportages sensationnalistes, Il y a des mécanismes cognitifs complexes, des vies brisées par la honte, puis des agendas politiques bien réels. ouais. Puis on doit repenser ça. Ça doit nous amener à repenser fondamentalement nos systèmes de solidarité parce que le constat y est clair. Conditionner l'aide à des démarches dégradantes, ça détruit la santé mentale, puis ça éloigne les gens de l'emploi. Fait que pour terminer sur une note d'espoir, Oui, on a besoin d'espoir, là. dans les documents qu'on a parcourus, il y a une piste de solution particulièrement audacieuse qui est avancée par plusieurs chercheurs. OK, je t'écoute. Et si la seule façon de vaincre cette pauvrophobie institutionnelle-là, c'était l'automatisation totale des droits sociaux? L'automatisation totale. Tu veux dire qu'on enlève complètement la paperasse puis les guichets? Précisément. Aujourd'hui, avec le croisement des bases de données fiscales puis administratives, l'État sait déjà exactement qui a droit à quoi. Un système automatisé verserait les prestations de manière proactive, sans qu'aucune démarche soit nécessaire. Fait que plus de contrôle intrusif. Zéro enquête domiciliaire, aucune justification à fournir un agent de l'État qui te juge. On éliminerait d'un seul coup le non-recours aux droits, puis surtout le stigmate de la démarche. Wow! La solidarité nationale, elle redeviendrait ce qu'elle aurait toujours dû être, un droit inaliénable, invisible dans sa distribution, puis qui serait plus jamais synonyme de honte. Remplacer le jugement par la technologie pour redonner de la dignité, c'est une réflexion super puissante pour clore cette exploration, puis ça donne vraiment matière à réfléchir sur le genre de société dans laquelle on veut vivre. Merci à tout le monde d'avoir plongé là-dedans avec nous. À la prochaine.